connu pour ses moulins à vent, ses tulipes, ses grandes personnes, et d'avoir gagné des terres sur la mer. Les Pays-Bas font partie des 20 plus grandes économies du monde, et ont un PIB par habitant de plus de 50 000 $. La situation géographique du pays est à la fois son meilleur atout et son pire défaut. Le meilleur, car elle en fait un hub commercial européen, le pire parce qu'un quart du pays est situé en dessous du niveau de la mer. Cependant, la lutte incessante du pays contre l'eau en a fait un expert en gestion de l'eau, dragage et protection contre les inondations. Il est vraiment exceptionnel de voir comment les Néerlandais ont géré tous les travaux du delta, les barrages, les digues et les polders. C'est une histoire d'ingénierie remarquable et de résilience humaine dont le monde pourrait beaucoup apprendre, étant donné que la montée du niveau de la mer est un sujet de préoccupation pour de nombreux pays. Les Néerlandais sont très individualistes. On dit souvent que les sociétés individualistes sont plus susceptibles de connaître un succès économique collectif. Mais c'est sujet à débat. D'un autre côté, le gouvernement a traditionnellement joué un rôle plus important dans l'économie. Les interventions économiques du gouvernement ont été considérablement réduites dans les années 1980, lorsque l'économie de marché était professée partout dans le monde. Cela a entraîné une privatisation considérable ainsi que la restructuration des programmes de protection sociale. Néanmoins, il reste fortement réglementé mais demeure une économie de marché. En fait, on le considère souvent comme le berceau du capitalisme moderne. Oubliez Amazon, Apple, Google, etc., au XVIIe siècle, la Compagnie des Indes orientales néerlandaises, aussi connue sous le nom de VOC, était la société la plus précieuse de tous les temps. Elle a commis de nombreuses atrocités et a abusé de ses pouvoirs avec le colonialisme, mais elle a néanmoins formalisé de nombreux principes économiques modernes qui servent de modèle pour les sociétés de l'ère moderne. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle qu'ils ont été remplacés par les Britanniques en tant que première nation commerçante du monde. La tradition d'être des marchands et des commerçants perdure, car l'économie du pays reste fortement dépendante du commerce extérieur. Cependant, il y a de nombreuses leçons à tirer de l'histoire économique des Pays-Bas. Les tulipes ont été introduites en Europe depuis la Turquie après 1550. Les fleurs d'une beauté éclatante sont devenues extrêmement populaires. Infectées par un virus, certaines variétés de tulipes ont montré des motifs variés. Comme les riches collectionnent parfois des objets rares comme des tableaux à des prix ridicules, de nombreuses personnes fortunées ont commencé à collectionner et à exposer ces tulipes rares. La demande de tulipes de couleurs mélangées a dépassé l'offre, et les prix de ces bulbes rares ont explosé. Au début des années 1600, un seul bulbe d'une nouvelle variété était suffisant comme dot pour une mariée, ou comme paiement pour une brasserie florissante en France. La folie a atteint son apogée aux Pays-Bas pendant les années 1633 à 37. Beaucoup pensaient que toute l'Europe, voire le monde entier, voudrait posséder des tulipes. Les prix ont atteint un tel niveau qu'une seule fleur valait plus que certaines maisons. Alors que les échanges se faisaient en espèces pour les bulbes, de nombreux bulbes étaient vendus et revendus sous forme de contrats à terme sans même quitter la terre. Finalement, la folie s'est terminée en 1637 avec un effondrement drastique des prix et de nombreuses personnes ont perdu leur fortune. La tulipomanie, souvent décrite comme la première bulle spéculative enregistrée, est un exemple parfait de la manière dont les gens oublient la valeur intrinsèque d'un actif. Ils ont acheté de plus en plus dans l'espoir de les revendre plus tard avec profit. Il peut sembler ridicule d'acheter un bulbe de tulipe pour, disons, $1 million, mais si vous croyez pouvoir le vendre pour 2 millions après un certain temps, cela semble être une décision très raisonnable ainsi qu'un investissement rationnel. Cela s'appelle la « théorie du plus grand imbécile ». Certaines personnes ont comparé la tulipomanie à de nombreuses bulles économiques, y compris Bitcoin et les crypto-monnaies. D'autres s'opposent aux similitudes entre les deux avec différents arguments. Récemment, certains historiens ont souligné que la tulipomanie était largement exagérée et que peu de personnes y étaient impliquées. Cependant, ces corrections historiques visaient uniquement à souligner que la tulipomanie n'a probablement pas eu d'impact sur le reste de l'économie néerlandaise. La tulipomanie est une histoire qui met en garde contre la façon dont les bulles spéculatives se forment. Elle montre nos biais irrationnels. Elle montre notre tendance à nous laisser emporter par n'importe quoi. Puis elle s'effondre et nous passons à une nouvelle folie. Et le schéma se répète. En 1959, la découverte de gaz naturel à Groningue a eu un impact très positif sur l'économie néerlandaise. Cette découverte était aussi importante pour les Pays-Bas que le pétrole pour la Norvège ou les banques pour la Suisse.
Bien que le gaz naturel ait aidé l'économie néerlandaise à étendre ses ailes, il a également eu un impact négatif sur l'ensemble de l'économie. Si cela semble paradoxal, c'est parce que c'en est un. La maladie hollandaise, un terme inventé en 1977 par The Economist, a mis en lumière une relation de cause à effet entre la croissance économique d'un secteur par rapport au déclin d'autres secteurs. Les secteurs en croissance sont généralement liés aux ressources naturelles, mais pas exclusivement, tandis que les autres secteurs peuvent être la fabrication et l'agriculture. Les Pays-Bas ont commencé à exporter du gaz naturel. Mais lorsque les revenus ont commencé à affluer, la monnaie du pays, le florin, a commencé à s'apprécier. Cela est dû à la demande accrue de la monnaie sur les marchés internationaux. Cela peut sembler positif, mais ce ne l'était pas. L'appréciation de la monnaie a rendu les exportations néerlandaises plus chères pour les autres pays, mettant ainsi une pression sur les autres secteurs. De plus, la monnaie appréciée a rendu les importations plus abordables pour les consommateurs, qui ont commencé à préférer les produits importés aux produits fabriqués localement. Cela a entraîné un déclin supplémentaire de l'industrie manufacturière locale. Le secteur en croissance avec d'énormes revenus issus des exportations offre de meilleurs salaires, ce qui pousse les autres secteurs à payer davantage à leurs travailleurs, qui sinon fuiraient vers le secteur en croissance. Cependant, le secteur en croissance ne peut embaucher qu'un nombre limité de personnes. Cela, ajouté au déclin des autres secteurs, augmente le chômage. Même les investisseurs se dirigent vers le secteur en croissance pour de meilleurs bénéfices. Le secteur en croissance génère également plus de revenus pour les gouvernements, ce qui se traduit par une augmentation des dépenses publiques, notamment dans les infrastructures publiques, les dépenses militaires et les programmes de bien-être. Les programmes de bien-être permettent au gouvernement de gagner la faveur des électeurs, mais s'ils sont gérés de manière négligente, cela pourrait entraîner d'autres problèmes. Par exemple, si quelque chose arrive au secteur en croissance, les programmes de bien-être doivent être restructurés, ce que les gens n'apprécient pas. Plus l'économie est complexe et diversifiée, moins elle est susceptible d'être affectée par la maladie hollandaise. La maladie hollandaise est le résultat d'une gestion imprudente de la richesse. La malédiction des ressources est réelle. Elle montre que la richesse peut parfois être une malédiction plutôt qu'une bénédiction. C'est une leçon selon laquelle on ne devrait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La seule chose qui réjouit davantage un Néerlandais qu'une réduction inattendue, c'est lorsqu'il peut obtenir quelque chose gratuitement. Les gens favorables au vélo sont moins enclins à dépenser de l'argent pour des produits de marque. Ils préfèrent plutôt choisir un bon produit qui fonctionne bien pour peu d'argent. Obtenir le maximum pour moins est une préférence. Mais avant de les qualifier d'avaricieux, sachez que les Pays-Bas figurent parmi les pays qui consacrent le plus à l'aide au développement par habitant ainsi qu'en pourcentage du revenu national brut. Il y a un dicton néerlandais qui se traduit grossièrement par « Comportez-vous simplement, alors vous êtes déjà assez fou ». Ne pas chercher à se démarquer et se contenter de la norme est la clé. Cela se manifeste également dans les décisions financières des gens. De plus, si vous vous vantez de votre richesse, les Néerlandais, qui ont une franchise et une directivité stéréotypée, pourraient vous remettre à votre place. Les Pays-Bas ont l'un des taux d'emploi les plus élevés, mesure du nombre de personnes employées dans la population en âge de travailler. Mais ce qui ressort, c'est le grand nombre de personnes travaillant à temps partiel. Le pays a une culture du travail flexible. Les Néerlandais sont relativement plus enclins à travailler le soir ou le week-end. Les Pays-Bas figurent parmi les pays ayant la plus faible inégalité des revenus. Cependant, l'inégalité des richesses est sujette à débat. Même si cela suscite des opinions assez polarisées. Nous tenons à ajouter que les pays ayant une grande population de classe moyenne donnent généralement l'impression d'une faible inégalité des richesses. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de super riches détenant une grande part de la richesse totale. Les pays ayant les niveaux les plus élevés de dépenses sociales sont considérés comme des États-providence. Les dépenses publiques en matière de protection sociale sont élevées aux Pays-Bas, mais elles ne figurent pas parmi les plus élevées, comme on pourrait s'y attendre compte tenu de leur sécurité sociale et de leur système de retraite réputé. La dette des ménages a atteint plus de 230% du revenu disponible net, ce qui figure parmi les plus élevés au monde. Si on devait se plaindre de quelque chose, autre que le temps pluvieux et venteux, ce seraient les loyers élevés à Amsterdam. Les Pays-Bas se classent haut sur l'indice du coût de la vie. Les Pays-Bas connaissent une combinaison d'une population vieillissante en croissance et d'un faible taux de fécondité qui est inférieur au niveau de remplacement.
Cependant, l'immigration est un sujet délicat dans le pays. Ils sont moins enclins à adopter des politiques d'immigration plus ouvertes pour augmenter la population en âge de travailler, à la manière du Canada ou de l'Australie. La plus ancienne profession du monde est entièrement réglementée et légalisée par le gouvernement. Bien qu'elle offre une sécurité et résolve de nombreux problèmes, elle permet également au gouvernement de la taxer au lieu de la laisser se développer en tant qu'économie souterraine. Les Pays-Bas figurent parmi les pays avec un ratio élevé de recettes fiscales par rapport au PIB, ce qui représente la part de la production d'un pays collectée par le gouvernement sous forme de taxes. Les résidents et les entreprises néerlandaises sont parmi les plus grands investisseurs à l'étranger. Le pays abrite également certaines des plus grandes entreprises du monde, notamment Royal Dutch Shell, Heineken, Philips, etc. Les gens ont une grande confiance dans le gouvernement. Les Pays-Bas se classent parmi les pays les moins corrompus. Cependant, ils se trouvent également dans le top 10 de l'indice de secret financier, qui classe les pays en fonction de leurs secrets financiers, de leurs activités financières offshore et de leurs flux financiers illégaux. Ce sont des termes sophistiqués pour dire que c'est un paradis fiscal. Le pays se classe également dans l'indice des paradis fiscaux d'entreprise, ce qui permet aux grandes entreprises multinationales de payer moins d'impôts sur le revenu. Il serait intéressant de voir si le récent plan de l'UE visant à harmoniser la fiscalité pourrait influencer toute cette question. Alors que le pays se comporte comme étant vertueux et moralement élevé avec ses initiatives d'énergie propre, les tremblements de terre inhabituels sont la véritable raison de l'arrêt de l'extraction de gaz naturel. Les Pays-Bas occupent une position vitale dans le réseau de distribution de l'Europe, avec l'aéroport de Schiphol, les ports de Rotterdam et d'Amsterdam, ainsi qu'une connexion au corridor européen. Avec des entrepôts et des centres de distribution, les Pays-Bas offrent leurs services aux grandes sociétés internationales pour approvisionner leurs marchandises en Europe. Le port de Rotterdam est également appelé le plus grand port allemand en raison de son importance pour l'économie allemande. Faisant partie de la zone euro, la politique monétaire du pays est contrôlée par la Banque centrale européenne. L'économie néerlandaise est plus étroitement liée à l'Union européenne qu'au Royaume-Uni, de sorte qu'elle a plus à perdre si elle emprunte le même chemin que celui suivi par le Royaume-Uni. L'inclination des Pays-Bas à adopter la technologie pour l'agriculture est impressionnante, mais aussi naturelle compte tenu de sa densité de population élevée. Le secteur agricole néerlandais est fortement mécanisé, avec des serres et des technologies associées, axées sur l'automatisation et employant le moins de main-d'œuvre possible pour obtenir le rendement maximal. L'université de Wageningen est comme la Stanford de l'agriculture et se classe régulièrement en première position. Les Pays-Bas sont le deuxième plus grand exportateur de produits agricoles au monde. Cependant, si vous examinez les classements des plus grands producteurs alimentaires à partir de différentes sources, vous remarquerez que les Pays-Bas ne figurent nulle part parmi les premiers. De nombreuses sources sur Internet lient la valeur des exportations à l'innovation en cours dans le secteur agricole aux Pays-Bas. C'est une publicité trompeuse, car de nombreux produits agricoles exportés sont d'abord importés d'autres pays, y compris certains pays à faible salaire, où toutes sortes de techniques agricoles sont utilisées au lieu des méthodes de haute technologie employées aux Pays-Bas. Les subventions, ainsi que les droits de douane élevés sur les produits alimentaires bon marché en provenance des pays en développement, maintiennent la rentabilité du secteur agricole de l'Union européenne. Une grande partie des exportations agricoles comprennent des produits non comestibles tels que des fleurs, qui sont également en partie importés d'autres pays et échangés via les Pays-Bas. Cependant, le pays est le plus grand exportateur de viande de l'Union européenne, avec des exportations de veau et de bœuf vers l'Allemagne, de volailles vers le Royaume-Uni et de porc vers la Chine. Les Néerlandais peuvent produire du porc moins cher pour la Chine que les Chinois ne pourraient le faire dans leur propre pays. D'autres exportations importantes sont les produits laitiers et certains légumes. Les fortes exportations agricoles néerlandaises sont basées sur la valeur et non sur le volume. Ils ont accès à des pays rémunérateurs où des produits de qualité à prix premium peuvent être vendus. Il existe de nombreux autres facteurs contributifs qui ont contribué au succès agricole, tels que la logistique, les entrepôts et le réseau de distribution, un port idéal au carrefour de l'Europe avec accès à de grands marchés. Le transport en vrac est également relativement bon marché, et un bloc commercial homogène aide également. Si vous n'avez pas tous ces avantages, vous ne pouvez pas être aussi réussi que les Pays-Bas, même si vous essayez d'adopter tout l'équipement sophistiqué et les techniques utilisées par le secteur agricole néerlandais. Les Pays-Bas expérimentent une nouvelle théorie appelée « l'économie du donut » de Kate Raworth,
qui suggère de penser au-delà de l'économie traditionnelle de la croissance infinie. La théorie plaide en faveur de l'élévation de tous à un niveau de suffisance tout en réduisant la consommation insoutenable. Cela ressemble davantage à une proposition pour un meilleur système de gestion qu'à une nouvelle théorie économique, qu'elle tente désespérément de devenir, emballée dans des slogans accrocheurs et une morale. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Nous répondrons à chaque question dans la section des commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre opinion.